Bonjour à tous, Bonjour. j'espère que vous m'entendez tous. Tout d'abord, bienvenue. Est-ce que dans le chat, vous pouvez interagir et me dire si tout est OK au niveau du son, au niveau de l'image, si vous voyez bien la présentation? Super, parfait. Nickel. Bon, on va pouvoir démarrer. Déjà, je vais me présenter. Je suis Geoffrey Denier, je suis collaborateur comptable donc au sein du cabinet comptable Ça compte pour moi, qui est un cabinet en ligne. Donc, je présenterai un peu plus en détail le cabinet par la suite. Et aujourd'hui, donc, nous allons traiter du fameux sujet donc de où placer son argent donc en 2024. Je serai accompagné donc de deux personnes aujourd'hui, donc de Emeline et de Vladimir, que je vais vous laisser vous Bonjour à tous. dans un premier temps. Je vous en prie. Emeline, je te laisse. Allez, c'est parti. Bon, je vais avancer un petit peu peut-être sur les slides parce qu'il y a la présentation de CF Gestion Privée. Mais donc, je représente la partie gestion de patrimoine dans le groupe. Et donc, j'accompagne la plupart des clients de Ça compte pour moi aujourd'hui dans l'ensemble des stratégies patrimoniales, que ça soit fiscales, juridiques, placement financier, dont on va principalement parler aujourd'hui. Enfin, ça peut être la protection sociale, un petit peu de tout. Voilà, donc, c'est moi la référente sur ce sujet ici. Et puis, on a décidé de développer un petit peu ce sujet, accompagné également de l'un de nos partenaires représenté par Vladimir aujourd'hui chez Natixis. J'ai besoin de me présenter ou pas? Bien sûr. Donc, Vladimir Vitou, moi je ne travaille pas chez CF Gestion Privée. Moi je travaille chez Natixis, qui est un grand groupe. Et mon métier au quotidien, c'est donc créer des produits financiers pour accompagner les stratégies patrimoniales des cabinets en gestion de patrimoine comme Emeline. Donc, Emeline vous accompagne pour comprendre et savoir quoi faire de votre épargne. Et moi, je vais plutôt être dans les produits, c'est-à-dire sur quels produits vont correspondre à votre stratégie patrimoniale. Donc voilà, et je suis basé à Paris. Très bien, merci Vladimir, merci Emeline. Donc, comme Emeline l'a présenté, donc on fait partie d'un groupe, le groupe CF, qui est donc décomposé en plusieurs branches. Nous, donc, nous sommes la branche dématérialisée. Donc, en fait, on est un cabinet comptable classique, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. On fait des bilans, comptes de résultats. On accompagne nos clients donc sur la gestion des TVA, enfin, sur toutes leurs problématiques comptables et fiscales. On a même un pôle paye, un pôle juridique pour vous accompagner, même sur tous les autres services possibles. Tout ce que pourrait faire un cabinet comptable classique, sauf que nous sommes donc à distance, tout simplement. Donc on est dématérialisé, on accompagne des clients qui sont aux quatre coins de la France. Voilà pour la présentation de notre cabinet, donc ça compte pour moi. Si on doit résumer à peu près aujourd'hui quelques chiffres du cabinet, on est à peu près 90 maintenant au sein du cabinet. On a plus de 4500 clients. On respecte donc la norme ISO 9001 justement en tant que cabinet d'expertise comptable en ligne, qui est une norme en fait donc d'audit on respecte certaines normes. Et aussi on est très consommateur de café également parce que 20 litres de café consommé par mois, voilà ce qui donne un peu le peps justement pour accompagner nos clients tous les jours. Voilà pour la présentation de Ça compte pour moi. Ensuite, voilà, je laisse la main à Emeline par rapport à cette gestion privée, par rapport notamment aux chiffres. Exactement. Bon, alors ça va être un petit peu plus rapide chez nous, mais bon, ça fait quand même déjà 30 ans d'existence du cabinet qu'on a pu fêter avec une partie de nos clients l'année dernière. On est aujourd'hui à peu près 25 sur cette branche gestion de patrimoine répartie sur la partie un petit peu financière, juridique et fiscale et surtout beaucoup de personnes en back-office pour nous aider à faire l'intermédiaire avec tout le monde. Donc voilà, et on a le plaisir d'accompagner aujourd'hui plus de 3000 clients dans cette belle aventure CF aujourd'hui du groupe. Super, merci. Et il ne manque plus que toi, Vladimir, sur la partie Natixis. Alors, donc moi, voilà, je travaille pour Natixis. Natixis, c'est un grand groupe. Il y en a certains qui connaissent de nom, etc. Donc, ça gère 1200 milliards. Ça ne veut pas dire grand-chose, 1200 milliards qu'on ne connaît pas. Ça permet juste de dire que c'est un grand groupe. Il y a 5000 collaborateurs, donc on est beaucoup à travailler chez Natixis. On est présent partout dans le monde. Le siège social est à Paris où je me trouve, et puis on a beaucoup de bureaux aux États-Unis. Et on travaille beaucoup dans les pays émergents également, on n'a pas de bureau.
Et ça fait de nous la 7e société de gestion d'actifs en Europe. Ça aussi, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire grand-chose. Je pense que j'essaye de montrer par ces chiffres, c'est qu'on a les moyens d'attirer les meilleurs talents et quand on crée des produits, bah, il faut des moyens pour attirer les meilleurs talents, pour avoir les meilleurs produits pour nos clients. Donc c'est tout l'intérêt du groupe et c'est aussi d'avoir beaucoup de moyens pour accompagner les clients dans toute la durée de vie des produits et de vous montrer qu'on est là aujourd'hui et qu'on sera là pour les 10, 20, 30 prochaines années, parce que je pense qu'Emeline, tu le répètes, quand on crée une stratégie patrimoniale, c'est sur le long terme. Donc, pourquoi tous ces chiffres de milliards, etc. C'est juste pour montrer qu'on a des fondations solides et qu'on est là pour le long terme. Et je retiens quand même pour mes prochaines présentations de noter les litres de café. Donc, je ferai le calcul pour les 5000 collaborateurs pour une prochaine présentation. Mais voilà, on a également beaucoup de peps. Ça risque de faire beaucoup, effectivement, sur la totalité des collaborateurs. Donc voilà, si je dois résumer, en fait, donc forcément, nous, on fait partie donc d'un groupe. Donc on travaille donc avec, grâce au groupe, avec une branche donc comme CF Gestion Privée, qui est la partie gestion de patrimoine, et qui donc a certains partenaires comme Natixis, justement, pour vous accompagner. Donc voilà, on va dire qu'il y a plein de partenaires, notre structure est solide, ce qui nous permet justement d'accompagner nos clients sur toutes les problématiques possibles aujourd'hui, ce qui fait que chacun est expert dans son domaine. Nous, pour la partie comptable, fiscale, paye et juridique, et après pour la partie forcément gestion de patrimoine et après produits, CF Gestion Privée et Natixis. Nous allons attaquer donc le fameux sujet. Donc de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Donc on l'a focus sur 3 points précisément, notamment donc un premier focus sur la typologie des placements. Donc voilà, sur les différents placements possibles aujourd'hui, en tout cas sur 2024. On fera un léger point notamment sur les marchés financiers actuels. Voilà, faire un petit état des lieux des marchés financiers. Et enfin, on finalisera donc un focus maintenant sur la finance durable, qui est quand même un sujet primordial aujourd'hui en 2024, sur lequel on peut maintenant s'intéresser de plus en plus par rapport notamment au placement. Parfait. Donc je laisse démarrer du coup, Emeline, sur la partie typologie de placement, les livres et règlements. Exactement. Merci Geoffrey. Donc pour ceux qui éventuellement avaient participé les autres années, vu qu'on a ajouté cette partie derrière un petit peu plus finance durable avec l'intervention de Vladimir, je vais aller un petit peu plus vite éventuellement sur la présentation, on va dire des supports. Faudra pas hésiter de tous les cas, vous si jamais à poser des petites questions, on y répondra après ou à nous solliciter après ce webinaire s'il faut venir recompléter les informations. Voilà, mais vous inquiétez pas si ça va un petit peu vite, on sera quand même là pour vous accompagner s'il faut creuser un petit peu le sujet. Je précise effectivement, vous avez un onglet questions à côté du chat sur lequel vous pouvez poser toutes les questions possibles, sur lesquelles on essaiera de revenir tout au long de la présentation, à la rigueur à la fin, et puis même si jamais à la fin on est un peu à court de temps, parce qu'on est à peu près ensemble pendant 1 heure, on pourra revenir vers vous de toute manière par la suite, on vous fera une réponse sans problème. Exactement. Alors, donc pour revenir à ces petits placements, les premiers qu'on a décidé d'aborder, c'est plutôt la partie un petit peu sécuritaire et qu'on va tous connaître, la partie livret réglementé et compte à terme. Donc ici, c'est les premiers supports éligibles qu'on a en tout cas dans notre patrimoine. Donc les livrets d'épargne proposés par les banques avec des taux aujourd'hui qui vont être imposés par l'État. Donc là, il n'y a pas de grand-chose à expliquer là-dessus. Vous avez vos rendements qui sont servis au fur et à mesure, pour la plupart avec des exonérations. Ça, c'est les premiers placements qu'on peut réaliser. L'avantage, c'est d'être disponible tout de suite et sans risque, surtout avec ce rendement imposé. On peut retrouver après un petit parallèle avec la partie compte à terme qui va être, elle, disponible autant pour les personnes physiques que pour les personnes morales éventuellement. Donc, ça sert aussi pour de la gestion de trésorerie. Là, l'idée, pareil, c'est d'avoir quelque chose de garanti, mais par contre, qui va être bloqué pendant un certain temps. Et c'est cette durée de blocage qui va nous permettre d'avoir un taux d'intérêt qui va être conditionné à cet effet. On va dire qu'aujourd'hui, en moyenne, pour les personnes physiques, on est à peu près à 3,5 annuels bruts, si on passe sur un placement à 36 mois. Pour les personnes morales, on va plutôt être autour des 4,20 annuels bruts pour un placement à 24 mois. Donc voilà, c'est un petit peu les petites différences, sachant que la partie compte à terme, il ne faut pas oublier que là, de toute façon, on va être soumis à imposition en fonction des intérêts qu'on pourrait avoir perçus sur ces placements.
On va le voir sur la slide juste après. On a un petit tableau qui reprend donc les différents livrets qu'on connaît tous aujourd'hui, avec en moyenne à peu près de toute façon des performances autour des 3%. Donc on voit qu'on reste à peu près dans la même échelle. On va être sur du 5% par exemple sur tout ce qui est livret d'épargne populaire, des choses comme ça, mais là qui sont vraiment pour des revenus spécifiques avec des conditions un petit peu particulières. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici de toute façon donc on a des plafonds de versement et de dépôt sur tout l'ensemble de ces livrets. Donc voilà, c'est vraiment des livrets qu'il faut avoir en tête sur la gestion quotidienne de notre patrimoine, où on y a accès rapidement, parce qu'on peut se faire des virements de compte à compte, etc. On a l'avantage d'avoir des taux qui remontent, qui peuvent être un petit peu plus intéressants que les dernières années, en tout cas. C'est un premier palier à voir, on va dire, vraiment pour cette fameuse gestion courante. Et après, en fonction des seuils, on adapte un petit peu, et en fonction de nos besoins, surtout le nombre de livrets et éventuellement les sommes disponibles qu'on peut avoir à l'intérieur de ces derniers. Mais voilà, sachant que là, ici, on parle beaucoup plus, en tout cas, sur la partie personnes physiques et pas sur les parties personnes morales, sur cette première partie livrée. Là, ensuite, on va pencher plutôt sur le parti compte à terme si on veut développer notre gestion de trésorerie de manière réellement accessible, disponible, avec un faible risque. Voilà sur cette première partie un petit peu sécuritaire. Là, ce qui va commencer à nous intéresser un petit peu plus sur la partie déjà financière, c'est le fameux plan épargne en action, le PEA. Donc là, on est également sur un produit qui est réglementé. L'objectif ici, c'est de générer donc un portefeuille d'actions d'entreprises qui vont être principalement européennes. L'idée, c'est d'investir sur, par exemple, soit une partie qui va être vraiment dédiée PME, ETI, donc petites entreprises, ou alors sur des grosses structures, mais principalement européennes. Le principe ici, c'est de commencer à toucher petit à petit à ces marchés financiers, à se créer son portefeuille et surtout avoir un petit peu les premiers mécanismes de conditions d'exonération de l'impôt qu'on pourrait avoir avec, là on commence à rentrer dans les détentions, les durées de détention des produits, où on va voir que principalement, là on va attendre un retrait, en tout cas si on veut récupérer les sommes avant 5 ans, on va avoir une imposition. Si on passe ce fameux seuil des 5 ans, on va pouvoir le récupérer avec uniquement des prélèvements sociaux et on aura enlevé cette partie imposition. Voilà. Et l'idée, c'est que sur ces placements, on les voit vraiment dans l'objectif long terme, parce que si on laisse vivre un petit peu, on fait nos petits arbitrages en cours de route, tant qu'on ne retire pas les sommes, on n'aura pas d'imposition. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir se créer un portefeuille au fur et à mesure qu'on va faire travailler, qu'on va faire évoluer avec nos besoins. Et après, on va surtout regarder un petit peu les fameux supports, voir ce qu'il est possible de faire. Là, on veut aller avoir des dynamiques, justement, comme on le verra un petit peu sur des fonds qui vont être, ou des entreprises qui vont avoir justement des dimensions un petit peu plus socialement responsables, axées sur le développement durable, des choses comme ça, ou d'autres thématiques qui peuvent vous parler. Voilà, c'est l'idée de pouvoir se faire des portefeuilles au fur et à mesure. Sachant que la particularité du PEA, c'est qu'on peut cumuler PEA et PEA-PME, mais on ne pourra jamais avoir 2 PEA. Donc voilà, ça c'est une première gestion à avoir, mais ça peut être un outil de diversification qui nous permet de commencer à toucher un petit peu à différents titres et à développer un petit peu surtout nos entreprises françaises européennes. Je peux te laisser passer à la slide suivante. Donc là, un petit gros sujet plutôt sur la partie assurance vie et contrat de capitalisation. Là, donc on a décidé de regrouper un petit peu les deux ensemble pour que vous ayez bien la vision de la partie personne physique et éventuellement aussi personne morale, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de l'assurance vie aujourd'hui pour les personnes physiques, pour 2 raisons. La première, c'est le gros avantage successoral qu'on va avoir avec le choix de la clause bénéficiaire. On va pouvoir mettre les personnes que l'on souhaite à l'intérieur et surtout les abattements que ces personnes peuvent bénéficier à la sortie. Mais l'idée, c'est surtout d'avoir une enveloppe qui va nous suivre tout au long de la vie, sur lequel on va pouvoir justement faire ces investissements financiers. L'idée, c'est d'avoir ici une enveloppe qui soit assez souple, parce qu'on puisse verser quand on le souhaite, mais aussi éventuellement récupérer les sommes quand on le souhaite, petit à petit. Et l'idée, c'est surtout de pouvoir avoir une enveloppe vide, entre guillemets, une enveloppe qu'on va venir personnaliser avec les supports de notre choix.
À l'intérieur, on va retrouver 2 branches. Donc la première branche, ça va être la partie fonds euros, la partie garantie en capital. Donc là, c'est un placement aujourd'hui sur lequel vous savez que vous ne perdrez pas, techniquement, hors les frais de gestion que vous pourriez avoir sur les contrats, etc. Mais en tout cas, vous avez un taux d'intérêt qui va vous être servi, ce qu'on appelle la participation ou bénéfice, qui va vous être servi tous les ans à la fin de l'année et qui va retracer un petit peu ce qui aura pu se passer. Donc ces dernières années, ça a été un petit peu moins attrayant, à même image que les livrets. On a eu des baisses de taux de manière généralisée. Là, on commence à réaugmenter un petit peu au fur et à mesure. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, avec la plupart des compagnies qui essayent justement de réinstaurer petit à petit l'épargne financière auprès des investisseurs, on peut retrouver sur cette partie garantie en capital des taux d'intérêt qui vont varier entre les 3,70 par exemple les 4,80. Donc on se retrouve même avec des taux supérieurs à ce qu'on pourrait avoir sur un compte à terme par exemple ou sur certains des livrets. Donc c'est là où on reprend un petit peu tout l'intérêt de pouvoir répartir sur cette partie premièrement garantie en capital. Et après, sur notre deuxième volet, qui va être la spécialité notamment de nos sociétés de gestion comme Natixis, c'est la partie unité de compte. On va pouvoir retrouver d'autres placements complémentaires, donc vraiment beaucoup plus financiers. On va parler de marché financier. Et c'est là où on va axer un petit peu en fonction des typologies de placements qu'on veut avoir, du profil de risque auquel on est capable aussi d'accepter un petit peu les fluctuations et les variations. Parce que souvent, on pense que tout ça, c'est synonyme de risque, mais l'idée, c'est de pouvoir faire varier. Et on a une fourchette de volatilité, en tout cas de risque, qui va de quelque chose de sécuritaire à équilibré, voire dynamique. Donc, voilà, ce n'est pas obligatoirement avec une grosse prise de risque en termes de capital, de perte de capital possible. Il faut se dire que tout ça, ça se fait évoluer et varier. Et c'est pour ça qu'on voit notamment notre petite phase arbitrage sur la phase 2 de la vie du contrat. C'est que l'idée, c'est de pouvoir le faire suivre aussi avec soit le fonctionnement de votre activité, soit le fonctionnement de votre vie avec vos projets, les aléas, de venir sécuriser, dynamiser, peu importe, ou alors de changer d'orientation de gestion quand justement on voit qu'on a la dynamique du développement durable et de la finance durable qui arrive, se dire voilà, j'ai envie d'axer un petit peu plus mon épargne là-dessus et venir modifier mes fonds en ce sens, etc. L'idée, c'est de pouvoir faire évoluer toujours cette enveloppe et de pouvoir la faire grossir petit à petit en adéquation forcément avec votre philosophie et les investissements que vous avez envie de réaliser. Et il faut se dire que sur la partie donc assurance vie, l'enveloppe va être quasiment similaire à celle du contrat de capitalisation. À la petite différence, le contrat de capitalisation n'aura pas tous ces avantages de clause bénéficiaire et d'avantages à la succession. Mais le placement en lui-même va être sur le même principe. On va retrouver des fonds qui seront éligibles exactement de la même manière sur l'assurance vie que les contrats de capitalisation. Et il va pouvoir suivre de la même manière votre activité avec la même souplesse en termes de versement ou de rachat ou même d'arbitrage du coup de mouvement au fur et à mesure. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur la partie théorique assurance vie, contrat de capi. Ce qui fait que ça rend en gros ce placement très personnalisable en fait en fonction de votre situation et justement ça c'est quand même un avantage justement par rapport à un taux qui pourrait être fixe par rapport à on va dire un DAT, un dépôt à terme. Là le contrat de capitalisation vous allez pouvoir le faire évoluer, ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, notamment par rapport à on va dire un contexte économique qui peut être changeant. Donc c'est quand même bénéfique par rapport à ça. Donc en plus d'où l'intérêt aussi de vous faire accompagner justement dans la souscription d'une assurance vie, d'un contrat de capitalisation, pour pouvoir déterminer votre profil de risque, faire les arbitrages nécessaires selon les aléas et le faire vivre tout simplement. Donc c'est quand même aujourd'hui une belle solution qui s'offre à vous notamment. Exactement. Donc, on fait juste un petit focus sur la partie fiscalité de la même manière, parce que forcément tout ça, l'idée c'est de forcément capitaliser, se générer des intérêts complémentaires. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la fiscalité, donc là-dessus, ces contrats va différencier un petit peu en fonction de personnes physiques ou personnes morales. Donc, personnes physiques, on a l'habitude, on commence à avoir les mêmes choix un petit peu sur l'ensemble des sujets financiers. Souvent, c'est soit notre imposition sur le revenu en fonction de notre barème d'impôt, donc 0
11, 30, 41 ou 45%, ou alors ce fameux petit prélèvement forfaitaire unique avec 12,8 d'impôts, 17,2 de prélèvements sociaux. Alors, on aura toujours les petites particularités, passer les 8 ans d'existence sur l'assurance vie, on a le droit à des abattements complémentaires en fonction de notre situation familiale. Donc ça, c'est pour la partie un petit peu personne physique. Et après, sur la partie contrat de capitalisation personne morale, c'est là où on va avoir des petites spécificités. C'est que ça intègre complètement votre bilan. Ça fait toujours partie de la société, ce contrat. Donc, on vient faire, finalement, on prend date un petit peu chaque année, à chaque clôture, savoir un petit peu où on en est. Et en fait, à ce moment-là, il y a déjà une première fiscalité qui va être prise en compte sur cette partie. Donc, on vient faire un petit calcul par rapport au montant de votre contrat qu'on va comparer au taux moyen des emprunts d'État. L'idée, c'est de faire un premier point au cours de vie du contrat et que le jour où vous avez besoin de récupérer les sommes, on fait un petit arbitrage de savoir est-ce qu'on a payé suffisamment, est-ce que pas assez, est-ce qu'il faut venir compléter, etc. Mais ça permet de suivre au fur et à mesure un petit peu l'évolution du contrat. Et ça permet de lisser un peu l'imposition, j'imagine aussi au niveau des sociétés. Ouais. Justement, Exactement. le jour où il y a un rachat partiel au total, au moins vous avez déjà avancé comme une sorte d'acompte, en gros, l'imposition sur le rachat. C'est ça, tout à fait. Parce que là, on vient faire suivre un petit peu l'activité de l'entreprise. Et souvent, quand on a besoin de récupérer des sommes sur le contrat de capitalisation, c'est pour des besoins bien particuliers. Auquel cas, c'est un montant bien précis qu'on a en tête. Et l'idée, c'est pas de venir le gréver par des intérêts qui viendraient réduire la somme définitive. Alors, on a une petite particularité qui a été déjà instaurée un petit peu avant, mais complétée par donc notre fameuse dernière loi de finances publiée, c'est le plan d'épargne avenir et climat. Donc là, c'est très spécifique parce que c'est un produit qui est réservé aux jeunes de moins de 21 ans et qui sont résidents français. L'idée aujourd'hui, en fait, de ce plan, il va se construire un petit peu comme un contrat de capitalisation, du coup, pour personnes physiques, principalement en unité de compte. Donc, si on reprend un petit peu le schéma qu'on a vu tout à l'heure par rapport à l'assurance vie, c'est la partie vraiment un petit peu financière, donc titres, actions, etc. Et l'idée, là, aujourd'hui, c'est de venir acquérir uniquement des titres financiers qui contribuent au financement de la transition écologique. Donc, l'idée, avec des faibles impacts de manière générale sur la société et sur l'environnement. Donc, c'est vraiment l'histoire de pousser un petit peu aujourd'hui les jeunes et les investisseurs à aller développer un petit peu cette thématique et à s'intéresser un peu plus à ce que peut être la finance, mais aussi la finance durable et l'impact que ça peut avoir finalement aussi sur notre environnement, sur notre quotidien. Et on peut interagir également sur nos investissements et pas seulement sur toutes les causes au quotidien qu'on peut voir un petit peu partout. Voilà. Et sachant que la petite particularité de ce produit, c'est que on va être exonéré d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux sur les plus-values réalisées. Donc c'est un petit plus aussi pour mettre le pied à l'étrier dans ce type d'investissement. Petit point, plan épargne retraite, parce que aujourd'hui vous êtes quand même beaucoup à être des chefs d'entreprise pour la plupart, donc vous avez certainement dû en entendre parler pour venir capitaliser un petit peu d'ici la retraite. Donc là on va retrouver un fonctionnement, on va dire une enveloppe qui va être sur le même principe que l'assurance vie par exemple, avec notre partie fonds euros, unité de compte. Donc là c'est vraiment, je vous présente un petit peu toutes les enveloppes sur lesquelles on peut venir faire nos investissements financiers. La petite particularité ici sur ce contrat, donc c'est vraiment de se créer un capital qui va être libérable au moment du départ à la retraite, sauf certains cas de sortie anticipée. Mais l'idée, c'est de récupérer un capital et ou une rente viagère qui viendrait compléter notre pension de retraite. Et la grosse particularité pour tous les travailleurs non salariés qui sont éventuellement présents ici, c'est que les cotisations que vous pourriez verser sur ce type de contrat, outre vous permettant d'investir sur les marchés financiers et potentiellement sur la finance durable, c'est qu'ils vont être déductibles de votre bénéfice imposable. Donc, voilà, ça vous permet d'une part de venir capitaliser sur des fonds qui peuvent vous parler de manière à répondre un petit peu aujourd'hui à vos exigences, et d'autre part venir vous créer un capital que vous allez récupérer pour un départ à la retraite. Et ça avec un cadre successoral qui sera toujours avantageux parce qu'on va se rapprocher un petit peu de ce que on peut retrouver dans le cadre de l'assurance vie également, avec des abattements, des clauses bénéficiaires, etc. Mais voilà, vous trouvez un autre support ici qui vous permet d'investir sur ces différents fonds qu'on va développer un petit peu plus tard avec Vladimir, mais avec un autre impact qui va être un petit peu plus retraite par exemple ici.
Et le dernier petit point un peu plus immobilier financier que je voulais aborder avec vous, c'est la fameuse Société civile de placement en immobilier, SCPI. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas trop le fonctionnement aujourd'hui, pour qui ça parle peu, on parle d'une société de gestion qui détient tout un parc immobilier. Donc comme vous voyez, ça peut être de l'immobilier de bureau, du commerce, des établissements de santé, de l'éducation, de la logistique. Voilà, on va vraiment avoir un petit peu tout comme terme d'immobilier de manière générale. En tant qu'investisseur, on vient en fait acquérir une quote-part de ce parc immobilier. Donc l'avantage ici, c'est que la société de gestion se charge de tout. C'est parce qu'on a une chaudière qui va lâcher qu'on va venir nous appeler ou quoi que ce soit. Tout est complètement délégué. Et l'objectif, c'est de percevoir des revenus complémentaires liés à ces locations en cours. Le gros sujet aujourd'hui sur ces SCPI, c'est que on réside sur de l'immobilier, on est tous un petit peu au fait de ces nouvelles normes de réglementation environnementale, énergétique, etc., de l'ensemble des travaux à réaliser sur les biens pour les prochaines années à venir pour pouvoir respecter justement ces conditions de location. Ce qu'il faut dire, c'est que les SCPI aujourd'hui sont justement beaucoup dans cette dynamique de venir prendre en compte ces normes énergétiques et environnementales. Et on en a de plus en plus aujourd'hui qui en font un petit peu leur spécialité petit à petit et qui visent justement à développer des bâtiments qui sont dans le respect et même un petit peu en avance de toutes ces normes, et qui respectent les différents labels ISR, etc., qu'on peut connaître et qu'on peut voir au quotidien. Donc ça, c'est une autre façon encore un petit peu différente, qui reste un petit peu financière, mais axée sur l'immobilier, de venir diversifier un petit peu son patrimoine sur des aspects qui peuvent toujours être quand même environnementaux. Donc ça vous donne une petite pierre en plus à l'édifice. Donc voilà, dans l'idée, on récapitule un petit peu, c'est que là, on est aussi sur des placements de toute façon qui se font plutôt avec un horizon de placement à 10 ans. L'idée, c'est qu'on est sur des placements qui vont être plutôt long terme et qui vont vous suivre au fur et à mesure. Quand on parle gestion de patrimoine, c'est vrai que on fait peu d'actions vraiment en coup de poing. On est là pour vous construire le patrimoine au fur et à mesure et développer sur plusieurs axes, toujours dans l'idée de diversification chez nous avec plusieurs enveloppes possibles. Les avantages, c'est que simple en gestion, on diversifie, on mutualise les risques parce qu'au lieu d'avoir un seul appartement qui peut ne pas être loué, etc., finalement, ça va être réparti sur plusieurs biens différents, donc on a moins de risques aujourd'hui d'impayés, etc. Et surtout accessible, parce que on va avoir des coûts d'entrée qui vont être bien inférieurs au prix d'un appartement qu'on pourrait acheter. Les inconvénients, c'est que on reste sur un placement quand même qui va être moins liquide parce qu'on va dépendre de l'offre et de la demande quand on va vouloir éventuellement revendre ou récupérer les parts. Et ça reste un placement qui sera quand même soumis à l'impôt sur la fortune immobilière si jamais on est concerné. Ça devient en fait aujourd'hui un peu la SCPI, une sorte de produit hybride entre de l'immobilier au final et du produit financier, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est aussi une solution qui peut être intéressante pour certains qui ont besoin d'un peu des deux au final, qui aiment bien le marché immobilier sans pour autant avoir la capacité aussi financière d'acheter un bien immobilier. C'est un produit hybride. Ouais. Exactement. Ça simplifie un petit peu l'accès à l'immobilier, mais ça reste avec une souplesse un petit peu plus financière. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand même, ça fait avoir une variation de la même manière du prix de la part, etc. On va être indexé de la même manière qu'un bien immobilier. On va avoir des revenus de la même manière. Simplement, en effet, vu qu'on est sur des parts de société, c'est là où on a l'aspect un petit peu plus financier pour le coup qui intervient et qu'on peut revendre, on va dire, un petit peu plus facilement que si on devait vendre un bien immobilier tel quel. Donc voilà un petit peu pour cette partie. La deuxième partie, c'est faire un petit focus un peu sur les marchés financiers en ce début d'année. Donc reprendre un petit peu le détail de ce qu'il a pu se passer. On commence à avoir un petit peu l'habitude, on le sait, toutes les fins d'année sont souvent marquées par un rallye boursier, donc 2023 n'a pas fait exception, et donc on a quand même clôturé le CAC 40 à plus de 7500 points. On avait fait sur toute l'année à peu près 16% de performance, donc ce qui n'est pas négligeable. Pour autant, on commence 2024 dans une situation un petit peu d'attente finalement depuis ce début d'année. Donc on est quand même un petit peu dans le positif, mais ça reste à une hausse légère. Par exemple, on est à 1,5 sur la partie CAC 40, 1,6 sur le S&P 500. Donc voilà, c'est pour l'instant plutôt un démarrage en douceur.
Ça s'explique surtout par les différences qui se creusent de plus en plus entre les marchés européens et américains. Parce qu'en effet, on voit les chiffres des États-Unis, notamment depuis ce début d'année, où on va avoir une croissance qui a quand même été en large hausse. On était à plus 3,30%, donc c'était même plus que ce qui était attendu initialement. Au contraire de l'Europe qui reste complètement stable sur cette partie-là. On est presque quasiment à l'équilibre. Donc on est un petit peu à contre-courant sur ces sujets. Au niveau de l'activité, de la même manière, aux États-Unis, on continue la hausse progressive qui arrive petit à petit aussi sur les marchés européens. On reste toujours un petit peu à l'équilibre, mais avec une légère tendance haussière. Les chiffres sont pas réellement pertinents aujourd'hui sur ce sujet. Mais surtout, ce qui marque un petit peu ce début d'année, c'est la baisse de l'inflation progressive qui se fait, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Donc c'est pareil, petit à petit, c'est encore léger, mais ça arrive tout doucement. Et en fait, cette baisse, elle s'explique surtout par une anticipation éventuelle d'une baisse des taux directeurs qui pourrait intervenir pour la BCE à partir d'avril. On anticipe une baisse de 1,5%, donc ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a un petit peu cette situation d'attente vis-à-vis de cette baisse des taux qui pourrait rabattre un petit peu les cartes pour cette année 2024. Ce qui vient compléter un petit peu tout ça, c'est surtout qu'on a eu des gros sujets sur la partie chinoise sur l'année 2022-2023. Donc on a des signaux plutôt positifs qui reviennent aujourd'hui sur cette partie-là avec une reprise d'activité. Même si aujourd'hui on a quand même de gros points d'attention sur la partie immobilière qui reste tout à fait instable de cette partie, sur ce côté un petit peu territorial, on a toujours quelques sujets d'attention qui font qu'on reprend pas sur les mêmes niveaux qu'on aurait pu connaître les années passées. Donc voilà, c'est un sujet qui reprend ses positions petit à petit, mais qui reste quand même en suspens. Donc en général, on est toujours dans cette idée de se dire qu'on attend concrètement une baisse des taux, même si c'est anticipé et qu'on voit arriver, il faut savoir un petit peu dans quelle mesure, puisqu'on attend des niveaux assez hauts et on pourrait avoir une petite déception sur cette partie-là. Donc c'est ce qui fait qu'on est encore instable aujourd'hui. Et bien sûr, il y a quand même beaucoup d'événements aujourd'hui géopolitiques et politiques qui sont en suspens, que ce soit du côté des États-Unis, en Europe de l'Est ou même sur d'autres parties territoriales. Donc il y a pas mal de conflits en cours qui permettent de changer un petit peu la dynamique du jour au jour sur certains sujets. Donc c'est ce qui fait que tout le monde est un petit peu en attente sur les positions et qu'on reste sur des dynamiques légèrement haussières en ce début d'année. Voilà, donc surtout on va voir un petit peu comment ça se goupille en cette fin de premier trimestre. Donc on vous a mis quand même quelques petits repères financiers pour voir l'évolution entre 2023 et ce début d'année 2024, pour vous montrer un petit peu les performances, comment ça peut se passer d'une année sur l'autre. Donc on voit que 2023 a quand même été une belle année de manière générale, avec beaucoup de points positifs et surtout des belles performances. Donc on voit un petit peu que on est reparti sur des choses assez intéressantes. 2024, voilà, concrètement, on les voit que cette hausse légère, parce qu'on dépasse à peine les 2%, quels que soient les indices boursiers aujourd'hui qu'on a sous les yeux. Et on voit forcément toujours la Chine avec cet indice un petit peu compliqué à -6. Et ensuite, de manière générale, sur les matières premières, ça reste toujours un petit peu aléatoire pour le coup, sur que ce soit l'or ou le pétrole. On voit que d'une année à l'autre, ça peut évoluer au fur et à mesure, d'où l'importance de venir diversifier un petit peu et de, même si on croit absolument en une valeur, ne pas aussi forcément tout mettre dans le même panier, parce qu'on peut connaître des volatilités qui sont importantes, comme on regarde par exemple sur le pétrole avec du -10 et du +5. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, mais voilà, c'est d'où l'importance de venir répartir un petit peu aussi sur différentes enveloppes et sur différentes catégories petit à petit. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur cette partie financière depuis le début d'année. Et là, on va rentrer un petit peu plus concrètement sur la partie finance durable avec Vladimir qui va vous expliquer avec tous ces éléments entre les enveloppes que je vous ai données, le fonctionnement des fiscalités, etc. Concrètement, comment ça se passe à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut faire, quels fonds on peut avoir avec ce prisme un petit peu spécifique aujourd'hui de la finance durable. Il va vous expliquer un petit peu les différents produits possibles. Magnifique. Merci beaucoup, Emeline, pour cette introduction et pour les différents sujets que tu as abordés.
Donc, pour vous expliquer un peu, donc, bon, en 25 minutes, c'est un peu compliqué, mais l'idée, c'est de partager avec vous quelques idées. Et puis ensuite, vous avez Emeline qui sera à votre disposition, puisqu'elle connaît bien cette thématique-là, de vous en reparler. Puis moi également, je pourrais vous accompagner. Mais là, c'est de vous partager un peu, vous décrypter un peu ce que ça veut dire finance durable, parce que ça veut un peu tout et rien dire. Et donc, moi, j'ai 2 sociétés. Il faut savoir que le groupe ici, c'est un peu comme le groupe LVMH ou Pernod Ricard, selon ce que vous préférez le plus. On prend des participations dans différentes sociétés de gestion et chacune a une expertise particulière. Et dans ce grand groupe que je vous présentais qui gère 1200 milliards, on a 2 sociétés qui ont une expertise un petit peu plus particulière sur ce qui est la finance durable. Donc Mirova, qui est une société qui ne fait que ça. C'est-à-dire qu'elle s'est construite il y a plus de 15 ans en disant, en fait, on va tous se mettre, ils partageaient tous la même vision, de se dire, mais en fait, on a envie de se servir de l'épargne des clients privés et des institutionnels en disant, cette épargne-là, si on l'oriente vers les sociétés qui proposent des solutions durables, et ben en fait, on va gagner de l'argent, puisque c'est des sociétés qui vont de plus en plus se développer. L'objectif, c'est pas de faire perdre de l'argent, hein. C'est de se dire, on peut maintenant, avec ce monde qui change, avec ces entreprises qui se développent, avec ces épargnants qui veulent donner du sens, à créer de la performance financière et avoir un impact positif sur la planète. Ça a été ça vraiment la raison d'être et encore objectif, encore aujourd'hui de Mirova. C'est une société à mission. Et sa mission, c'est de créer de la performance financière en investissant dans des sociétés qui favorisent une transition verte. Et puis Thematics, qui est une société qui a des produits sur des thématiques particulières. Et en particulier, je vous parlerai d'une thématique que vous connaissez peut-être, qui est celle de l'eau, qui est également sur la finance durable. Mais avant, si on peut passer à la slide d'après, pourquoi la finance durable existe ? Je pense que vous êtes tous conscients, là où vous êtes, qu'on n'a pas de planète B. Alors, il y en a plein qui essayent d'aller sur Mars, sur toutes les autres planètes, mais force est de constater qu'aujourd'hui, on est tous sur la planète A, la planète Terre, mais qu'on est bien conscient, je vous épargne les vidéos avec les icebergs qui fondent, les forêts qui brûlent, mais le fait est, c'est qu'on a de plus en plus de mal à sécuriser les ressources. Vous avez l'exemple des forêts qui partent malheureusement auprès des industriels ou qui brûlent. On a un gros sujet de stabilité climatique avec les océans qui remontent de plus en plus, mais également des hivers de plus en plus chauds et des étés de plus en plus chauds, mais également parfois des hivers où il fait très froid, des pluies diluviennes, etc. Et puis ensuite, on a des écosystèmes qui sont de plus en plus atteints par ce changement climatique, avec tout ce qui se passe sur la biodiversité. Ces sujets-là, vous les connaissez, vous en avez tous conscience. Et comment intervient la finance durable ? Alors la finance durable, c'est pas la solution parfaite. On peut aller sur la slide d'après, mais ça fait partie des solutions. Pourquoi ça fait partie des solutions ? Parce que si aujourd'hui on se sert de l'économie, on se sert de l'épargne qui est énorme partout dans le monde, en disant cette épargne-là, tiens, on va éviter de la faire investir sur les énergies fossiles. Ça va peut-être aider les entreprises à changer. Mais tiens, on va plutôt l'orienter vers des entreprises qui permettent de mieux recycler, qui permettent de construire des bâtiments plus durables, de permettre de moins gâcher de l'eau. Et en fait, on va accélérer la transition environnementale. Et donc, c'est quelque chose qui s'est mis en place il y a très longtemps. J'ai ressorti un peu une chronologie, mais depuis 1997, on va dire que les gouvernements mettent en place des réglementations pour essayer au mieux d'orienter l'épargne des clients vers les sujets les plus durables. Alors, je ne vous cache pas que c'est compliqué, parce qu'il y a des clients qui disent « Oh non, moi la finance durable, ça ne m'intéresse pas, moi je veux juste faire de la performance financière ». Ils pensent souvent qu'investir dans la transition verte, c'est un peu Mère Teresa, c'est-à-dire qu'on va donner de l'argent, mais on ne va pas faire beaucoup de perf. Donc c'est un gros travail. Et puis la deuxième chose qui est arrivée, c'est ce qu'on appelle un peu le greenwashing, mais si vous n'êtes pas très proche de la finance, vous le voyez un peu dans votre consommation, c'est-à-dire qu'on a dit on va lancer un label ISR, qui est peut-être la chose la plus connue par les non-financiers, en disant voilà, on va estampiller des produits financiers, et si les labels ISR, ça veut dire il est plutôt en phase avec la transition verte. Mais c'est un peu comme le bio. Je pense que quand vous allez consommer du bio et que vous regardez, vous voyez qu'il y a des produits qui sont vraiment bio, et puis bizarrement, il y a des produits qui sont estampillés bio, mais vous les regardez, vous dites non, ça ne correspond pas à ce que j'attends de bio. Donc c'est un peu ce qui se passe avec le label ISR. C'est une bonne étape, ça a permis de mettre la lumière sur le fait qu'à travers la finance, on pouvait accélérer la transition verte. Mais aujourd'hui, qu'on a plus conscience de ce qui se passe, il faut qu'on aille plus loin. En disant le label ISR, c'est bien, mais c'est comme le bio, il faut que ce soit plus précis.
Et moi, je veux l'épargnant que vous représentez, ou vos clients représentent, se dit, attendez, moi, je mets de l'argent, je mets 10 000, 100 000, 1 million, 100 millions d'euros. J'ai envie de réellement qu'il soit orienté vers les bonnes entreprises. C'est un peu comme quand on donne son argent à une association, il y en a plus qui font moins confiance aux gros organismes, qui disent non, moi, je donne de l'argent, je veux voir où il va. Et donc, nous, c'est ce qu'on a essayé de développer avec Mirova. Et c'est ce qu'on essaye aussi de développer avec les gouvernements en disant, attendez, les gouvernements, on a bien commencé, on a réussi à mettre la lumière sur le fait que grâce au label ISR, l'épargne a un rôle à jouer et on va essayer de l'orienter le plus possible là-dessus. Maintenant, il faut aller plus loin en disant, voilà, quels sont les véritables produits qui sont en phase avec ce que moi, j'ai envie de défendre en tant qu'épargnant. Moi, je suis au contact de clients tous les jours. Il y en a certains qui disent, moi, quand je veux investir sur la finance durable, c'est vraiment sur la thématique de l'environnement. Et puis, il y en a d'autres qui disent, non, moi, c'est plutôt sur le côté social. J'ai envie de faire attention à des entreprises qui s'occupent encore mieux que les autres des salariés, etc. Et puis, un autre qui dit, alors moi, ce que je veux, c'est d'investir dans des entreprises qui ne sont pas que sur l'environnement, mais qui prennent en compte ces critères-là. Par exemple, moi, j'adore les nouvelles technologies, donc je veux investir là-dessus, mais je veux juste vérifier qu'elles prennent bien en compte des critères environnementaux, de la biodiversité. Il y en a, par exemple, qui disent, moi, la santé, ça m'intéresse, mais je veux vérifier que ces entreprises qui sont liées à la santé, qui développent de médicaments, ce soit des sociétés qui permettent aussi aux pays émergents d'accéder à ces biens-là. Donc, en fait, pour résumer tout ça, la finance durable a un rôle énorme à jouer. Les épargnants ont un rôle énorme à jouer. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, en 2024, on a tout un tas de produits qui va correspondre à ce que vous avez en tête. Moi, j'ai aucune conviction à vous partager. Il y en a qui vous préfèrent la transition très bien. Il y en a qui préfèrent le côté social. Il y en a, tout me va. Mais ce que je veux juste, moi, mon rôle, c'est que vous puissiez, vous, identifier les produits qui sont adaptés à ce que vous voulez. Et puis, un autre sujet qui est important, c'est de se dire, OK, c'est bien la transition. Moi, honnêtement, entre deux produits, un qui n'est pas axé là-dessus, un qui est là-dessus, j'ai plutôt envie d'aller sur celui qui est axé à ça. Mais mon objectif premier, moi, c'est de créer de la performance financière. Et donc, je vais vous montrer comment on peut créer de la performance financière aujourd'hui, tout en ayant ce côté social et environnemental développé. Alors, on va passer au slide d'après. Voilà, donc je vous montre aussi faut pas oublier que les financiers, ce qui nous intéresse, c'est l'argent. Et donc, vous voyez bien que depuis 2016, il y a eu une évolution et une explosion énorme du nombre de fonds labellisés ISR parce que vous savez que les financiers, ils veulent vous attirer. C'est comme le bio, tout le monde est devenu bio du jour au lendemain, tout le monde est devenu ISR du jour au lendemain. Et ça montre aussi pourquoi je vous montre ce slide-là, pour vous montrer qu'il faut vous faire accompagner par CF Gestion Privée, par exemple, parce que malheureusement, il y a tout un tas de produits qui se disent ISR, comme il y a tout un tas de produits qui se disent bio, mais qui ne le sont pas vraiment. Et c'est pour ça, ce qui est hyper important, moi, ce que je répète à mes clients, c'est faites-vous accompagner, exprimez ce que vous avez envie d'avoir, parce que chacun a des goûts différents, chacun a des avis différents sur la transition, etc. Des gens veulent des choses très pures, d'autres plus larges. Et comme ça, l'objectif du conseiller, c'est de se dire, moi, je connais les déboires, je connais les bons produits, et je vais vous orienter vers ce qui vous est adapté pour que vous ne soyez pas déçus. Je vais vous donner un exemple très simple qui est arrivé à plein de clients. Ils se sont dit, voilà, moi j'ai envie de donner un peu plus de sens à mon épargne. J'ai compris que je pouvais faire de la perf tout en étant là-dessus. Ils sont allés sur un fonds estampillé ISR. Et puis ils se sont dit, tiens, je fais confiance à mon conseiller, où j'y suis allé tout seul via Boursorama. Et puis je regarde les sociétés dans lesquelles on est investi, et puis je vois Total Energy. Je vois des sociétés liées au pétrole. Et là, je me dis, mais je comprends pas. Je suis sur un label ISR, investissement socialement responsable, et je me retrouve avec du Total Energy. Et en fait, il faut savoir que le label ISR, c'est un peu les limites. C'est que le label ISR, ça vous oblige juste à investir dans les sociétés qui respectent le mieux les critères. Mais, par exemple, Total Energy, c'est celle dans le pétrole qui respecte mieux les critères. Mais il y a plein de clients qui disent, mais en fait, moi, je ne veux pas investir dans les énergies fossiles. Donc voilà pourquoi il faut se faire accompagner. C'est pourquoi nous, on tape sur le gouvernement pour qu'il soit plus précis, pour que les clients puissent le mieux orienter leur épargne. Donc nous, si on va à la slide d'après, on a fait par exemple un choix très simple chez Mirova, c'est qu'on a interdiction d'investir sur les énergies fossiles. Nous, on se dit, on peut faire beaucoup de choses, on peut faire de la performance financière et on n'a pas envie de pousser les énergies fossiles parce que ça émet énormément de CO2, comme vous le savez, et que c'est très nuisible pour la planète. Donc, on a fait un choix très simple, c'est de se dire que dans aucun de nos produits, on investit là-dessus. En disant, on peut continuer à faire de la perf,
sans investir là-dessus. Alors, il y a des clients qui vont me dire, oui, mais Total Energy, ça investit beaucoup sur les énergies renouvelables. Certes, mais en revanche, ça produit beaucoup de pétrole. Et nous, on ne veut pas là-dessus. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous montrer 3 types de produits. C'est le plus intéressant, c'est de vous dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sur ce type d'investissement? Et 3 produits différents. Donc, si on revient sur le slide d'avant, donc le premier produit, c'est un fonds action qui va investir, qui lui est très pur, qui va investir que sur la transition environnementale. Donc, notre objectif, ça va être de sélectionner des actions, principalement en Europe, qui offrent des solutions pour la transition. Alors, ce qui est bien, c'est que la transition aujourd'hui, c'est très large. La transition, c'est investir dans les énergies renouvelables. Donc, on va avoir des boîtes, par exemple, sur les éoliennes, sur les panneaux photovoltaïques, mais c'est également les bâtiments verts. On va avoir une boîte que vous connaissez peut-être comme Saint-Gobain, qui permet d'avoir des bâtiments qui émettent de moins en moins de CO2, qui sont de plus en plus bien isolés pour qu'il n'y ait pas de passoire thermique. On va être sur tout ce qui est gestion durable des déchets et des eaux, mais également tout ce qui est transport propre. On va investir sur la mobilité liée à l'hydrogène, dans lequel on croit beaucoup, mais également tout ce qui est lié à l'utilisation durable des terres. Donc voilà, là vous avez ce qu'on appelle un fonds qui est très pur, donc lui qui va vraiment jouer que la transition environnementale, vraiment que des sociétés qui participent vraiment de très près à la transition verte. Donc ça va correspondre à un certain type de client, en disant, voilà, moi je crois vraiment à la transition verte, moi je veux quelque chose de plus pur, et donc ce fonds est totalement adapté. C'est un fonds qui a été créé en 2006. Je ne vous cache pas qu'à titre perso, en 2006, la transition, j'en avais peu entendu parler, ça m'intéressait peu, mais c'est vous montrer la conviction de nos équipes dans ce sujet qu'ils accompagnent depuis très longtemps. Et la personne qui le gère depuis 2006, elle me disait au début, Vladimir, tu te rends pas compte, je trouvais aucune boîte. J'avais aucun investisseur qui voulait aller dans mon fonds parce qu'ils y croyaient pas du tout. Et puis, elle a su montrer au fur et à mesure des années que ces boîtes-là gagnaient des parts de marché, que ces boîtes-là étaient portées par la réglementation et qui étaient de plus en plus dures. Fin des passoires énergétiques, on passe à l'électrique, on veut développer les énergies renouvelables. Et donc, elle a su montrer qu'elle avait créé de la performance financière. Et il y a plein de clients qui sont arrivés sur son fonds. Alors, des clients qui adoraient ça, et puis d'autres clients qui venaient que sur ce fonds pour la performance financière. Et donc, ça montre aussi qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on aime à travers Mirova. On gère 30 milliards, donc c'est un énorme succès. Mais parce qu'on a à la fois des clients, on va dire, écolos, mais en fait, on a beaucoup de clients qui viennent dans nos produits pour la performance financière, parce qu'ils savent que c'est les produits de demain. Et ce fonds-là, il a eu des années compliquées, c'est pas non plus la martingale. Quand les taux d'intérêt sont montés, comme l'a expliqué Emeline, c'est un fonds qui a souffert parce que c'est des sociétés qui vont croître de manière très forte, donc qui ont besoin de s'endetter. Et quand l'endettement est passé de 0 à 5, ça a été compliqué. Je ne vous cache pas pour ces boîtes-là, même s'ils développent des énergies renouvelables. Donc voilà, c'était des années compliquées les 2 dernières années, et puis là, ça repart plutôt bien puisque les taux vont commencer à baisser, comme l'expliquait Emeline, et ça a apporté ces boîtes-là. Donc là, on a un fonds très pur. Ensuite, si on passe au slide d'après, on fait également du private equity. Donc du private equity, c'est des investissements non cotés. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On se dit, OK, on investit dans des grosses actions, des Saint-Gobain, des Air Liquide, etc. Mais en fait, il y a plein de petites sociétés qui ont besoin d'argent, qui ont besoin de se financer. Vous avez peut-être des amis entrepreneurs qui créent des boîtes, etc. La boîte, au bout d'un moment, elle a besoin de financement pour passer à l'étape supérieure. Et nous, on a un fonds de private equity qui a comme objectif d'aller investir dans 25 sociétés qui participent à la transition verte. Pour vous expliquer c'est le private equity, je n'ai pas le temps de le faire, donc il faut appeler Emeline en disant « Emeline, c'est quoi le private equity ?» Mais grosso modo, c'est des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse et donc on apporte de financement. C'est souvent là où on fait des belles performances financières, mais attention, vous ne pouvez pas sortir quand vous voulez. Là encore, vous appelez Emeline. Mais je vais vous donner un exemple de ce qu'on peut faire. Emeline, elle va avoir une charge de travail après School énorme. Mais par exemple, c'est une société qu'on a achetée il y a 2 ans qui s'appelle Ombrea. Vous l'avez peut-être entendu parler. Je ne sais pas s'il y a des Bordelais, mais je sais que Emeline, tu es à Bordeaux, c'est ça? Voilà, donc, oui, c'est ça, oui. Bon, voilà, parfait. Donc, Ombrea, c'est une société qui nous plaît beaucoup. C'est une société qui va protéger les parcelles agricoles contre le réchauffement climatique. Donc, vous voyez que les agriculteurs, c'est très compliqué. Il fait de plus en plus chaud. Ensuite, il fait de plus en plus froid. Et donc, il n'y a plus de saison. L'exemple le plus concret, c'est les dernières semaines, là, à Paris, et je crois que c'était la même chose à Bordeaux, j'y étais la semaine dernière. J'étais aux sources de Koudali, où il y a des vignes un petit peu autour, et ils nous disaient il y a les bourgeons qui commencent à pousser. Ouais. Donc en février, vous avez les bourgeons, donc les vignes qui commencent à pousser. À la limite, ça ne pose pas de problème. Mais le problème, c'est qu'ensuite, février-mars, il peut faire très froid, et là, vous avez les bourgeons
je ne sais pas quel terme utiliser, le premier terme qui vient qui s'éclate, mais ce n'est pas le bon terme, mais vous m'avez compris. Et donc, c'est un gros sujet. Et puis ensuite, l'été, je suis allé au Portugal il y a un an, il me disait qu'on a des étés à 45 degrés dans le Douro, dans la vallée du Douro. Et donc, ça crame les vignes. Mais ça, c'est le cas pour tous les agriculteurs. Donc, cette boîte-là, Ombrea, elle équipe toutes les parcelles agricoles d'ombrières modulaires. Donc, en fait, ils vont placer des panneaux qui vont s'ouvrir et se fermer en fonction des besoins de la plante. Donc, typiquement, en janvier-février, on va fermer les ombrières, créer de l'ombre pour que la vigne ne puisse pas se développer. Et à partir d'avril-mai, on va ouvrir l'ombrière pour que la vigne puisse commencer à se développer et qu'elle suive son rythme. Et ce qui nous a plu là-dedans, c'est que du coup, il y a énormément d'agriculteurs qui sont intéressés. Ils me disent, mais c'est bien, mais il faut que j'équipe toute ma parcelle agricole, ça coûte cher. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que ces ombrières sont équipées de panneaux photovoltaïques. Et donc, en fait, c'est des boîtes qui vont payer toute l'installation et se rémunérer sur l'électricité produite. Et donc, l'agriculteur, lui, n'a besoin de rien payer et va pouvoir avoir ses parcelles agricoles protégées. Par cet exemple, je vous montre quoi? Je vous montre qu'il y a plein d'innovations sur la transition verte. Et on se dit bien que cette boîte-là, en fait, elle va exploser. Elle gagne de plus en plus de marché. On a reçu beaucoup d'offres de grandes sociétés qui veulent acheter cette technologie. Et donc, ça me permet de vous montrer qu'il y a plein d'innovations et qu'on peut gagner de l'argent en finançant ce type de projet-là. Et on peut gagner de plus en plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a évidemment notre conscience qui est de plus en plus forte. Je vous dis, on a de plus en plus de clients. Mais on a également quelqu'un qu'on adore, c'est la réglementation. La réglementation développe de plus en plus ce genre de business. Fin des passoires énergétiques, fin des voitures qui émettent trop de CO2, etc., etc. Et donc ça permet vraiment de développer les boîtes. Donc là, vous avez un exemple de fonds de private equity. Là, on va dire que c'est pour des clients qui ont un horizon qui est très long et qui veulent se dire, voilà, je veux financer des boîtes encore plus pures et je veux maximiser mon rendement. Et si on passe à la slide d'après, on a un autre fonds qui s'appelle Miroba Global Sustainable. Là, c'est ce que je vous disais, c'est un fonds qui est un peu plus large. En disant, voilà, moi je crois dans vos valeurs, vous êtes une société à mission, vous n'investissez pas dans les énergies fossiles, j'aime cette approche-là, mais en revanche, je suis intéressé par les nouvelles technologies. J'ai pas envie d'être que sur la transition verte. Et donc, nous, on a un produit qui va investir à la fois sur toutes les sociétés qui participent au vieillissement de la population, accompagner les personnes âgées, toutes les nouvelles technologies, donc on a des boîtes comme Microsoft à l'intérieur, etc., des boîtes dans les paiements, etc., toutes les sociétés liées à l'environnement, mais pas que. Et donc, c'est un fonds qui va être plus global, qui ne va pas être que sur la transition verte, qui va avoir un peu de transition verte, un peu de santé, un peu de nouvelles technologies, mais qui va adopter, on va dire, les valeurs qu'a Mirova. C'est pour vous montrer à travers ces 3 produits, et je vais vous en montrer un dernier, qu'en fait, aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour répondre à vos besoins. Moi, je n'ai pas à vous dire qu'il faut aller surtout là-dessus, c'est vous, qu'est-ce que vous voulez? Moi, par exemple, j'adore les nouvelles technologies, je crois beaucoup à l'intelligence artificielle, etc. Donc, ça m'intéresse d'avoir ce fonds qui est plus global et qui va être à la fois en Europe, également beaucoup aux États-Unis, et ce qui permet également d'avoir une diversification géographique. Et il y en a qui vont me dire, voilà, j'aime bien ton fonds pur sur la transition, je vais les mettre avec le fonds Mirova Global Sustainable, tout est possible. Mon objectif dans ce laps de temps, c'est de vous montrer qu'il y a plein de différents produits qui peuvent répondre à ce que vous entendez par transition. Et le dernier produit, comme ça, vous aurez une vue un peu globale. Je ne sais plus si je l'ai mis. Il y a un autre slide ou c'est fini? Ah, magnifique. Il reste l'approche thématique. Voilà. Et vous avez une autre manière de jouer ces nouvelles tendances de la finance durable, c'est de se dire, voilà, moi, je crois à une thématique en particulier. Là, je vous ai donné l'exemple de la thématique de l'eau. Pourquoi on investit sur l'eau? Parce que malheureusement, il y a de moins en moins d'eau et l'eau est de plus en plus polluée. On est 6 milliards sur Terre et on va bientôt être 10 milliards et il y a de moins en moins d'eau. Je vais vous donner un chiffre qui est lunaire, mais qui est vrai. C'est qu'aujourd'hui, il y a 0,1% de l'eau qui est potable. Ce n'est pas une blague, je ne me suis pas trompé, c'est 0,1% de l'eau qui est potable. Le reste de l'eau, elle est soit salée, soit, comme on n'est pas très intelligent, elle est polluée, soit elle est inaccessible par l'être humain. Donc, je répète, 6 à 10 milliards de personnes sur Terre et 0,1% de l'eau est potable. Donc, nous, on dit qu'il y a un problème. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va investir dans des sociétés qui vont nous permettre de répondre à ce problème entre l'offre et la demande. Donc, on va investir, par exemple, ce qu'on appelle par efficience de la demande dans le slide. C'est toutes les sociétés qui vont nous permettre de réduire notre consommation d'eau.
C'est-à-dire qu'on va continuer à prendre des douches, on va continuer à aller aux toilettes, on va continuer à mettre de l'eau pour faire pousser des courgettes, mais est-ce qu'on ne peut pas utiliser moins d'eau pour faire la même chose? Donc nous, on va investir dans ces sociétés-là en se disant, ces sociétés-là, elles vont nous permettre de gagner de l'argent en bourse parce que c'est des sociétés qui ont leur part de marché qui augmente et en même temps qui répondent à un problématique qui est important. Le deuxième, ça va être tout ce qui est contrôle de la pollution, puisqu'on pollue de plus en plus, on jette nos médicaments dans les éviers, ça pollue, on met nos vêtements dans les machines à laver et ça met plein de microplastiques partout. Et donc, il y a de plus en plus de sociétés qui se développent pour analyser, recycler et nous permettre d'avoir une eau qui n'est pas trop polluée. Et puis la dernière partie, ça va être des sociétés que vous connaissez comme Veolia. Ça va être toute la partie infrastructure. Je vous donne un dernier chiffre, j'adore les chiffres, mais qui est incroyable. C'est qu'en France, qui est quand même une des plus grandes puissances économiques encore au monde, c'est-à-dire qu'entre le système, là où est stocké l'eau en France, et votre robinet, il y a 40% de l'eau qui est gâchée. Parce qu'on a des infrastructures qui sont vétustes. Donc, il y a 0,1% de l'eau qui est potable et il y a 40% de l'eau qui est gâchée. Donc, nous, on va investir dans des boîtes qui permettent de réparer, qui permettent de faire fonctionner ces infrastructures pour qu'il y ait moins en moins de gâchis. Voilà. Donc, c'était un peu les différents types de produits pour vous donner des chiffres. Par exemple, le fonds Thematics Water, sur les 5 dernières années, vous avez gagné environ 10% par an. Alors, ce n'est pas 10% année 1, 10% année 2, 10% année 3. Ça dépend des marchés financiers. Vous savez, c'est malheureusement volatile. Parfois, ça nous fait un peu stresser. Mais en fait, nous, ce qu'on explique, c'est sur toutes ces thématiques-là, il faut au moins 5 ans. Si vous n'avez pas 5 ans devant vous, n'investissez pas là-dessus. Ça n'a aucun intérêt. Vous allez stresser pour pas grand-chose. Mais si vous avez plus de 5 ans devant vous, vous allez vraiment bénéficier de l'évolution de ces sociétés-là qui sont des sociétés qui vont être là pour les 5, 10, 20, 30 prochaines années. Et sur le fond que je vous ai montré juste avant, c'était sur les 10 dernières années. On a connu des moments compliqués, le Covid, etc. C'est 12% en annualisé. Si je fais une moyenne de la perf, c'est 12%. Et donc, ça me permet de vous expliquer par des exemples et par les performances qu'on peut faire de la finance durable. Ça permet d'aider la planète, c'est plutôt bien, et gagner de l'argent, qui est souvent le premier objectif, qui est le mien aussi. Mais aujourd'hui, c'est possible de concilier les deux. Et on pense même qu'on va gagner plus d'argent à l'avenir en étant sur la finance durable que le contraire. Voilà. Et si on veut rester dans les thèmes plus aujourd'hui, et pour ceux qui n'ont pas 5 ans, Emeline le sait, vous avez également des obligations vertes. Donc là, on est sur des maturités plus courtes. 3 ans, ça va. Des rendements plus faibles, mais ça permet aussi d'aller financer des projets verts. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'est compliqué en 25 minutes d'expliquer tout ça, mais c'est pour essayer de vous faire comprendre ce que ça veut dire la finance durable, qu'il faut surtout vous faire accompagner parce que c'est comme le bio, il y en a des vertes et des pas mûres, et vous donner quelques exemples de produits qui expliquent ça veut dire quoi investir dans la finance durable concrètement. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est ça, c'est parfait, la transition est nickel. Bien entendu, comme vous pouvez le voir justement à travers toute cette présentation, donc vous avez une partie forcément, on va dire, plus classique, une partie plus durable. Quoi qu'il arrive, il y a une situation qui est personnalisée pour n'importe quelle personne. On insiste bien dessus. Pour tous les objectifs que vous pouvez avoir, il existe quelque chose en face, une solution. C'est pourquoi en fait, il est vraiment indispensable aujourd'hui de vraiment vous faire accompagner justement auprès de professionnels qui peuvent vous accompagner par rapport à toutes ces typologies de placement. Donc notamment avec Emeline via CFGP qui, grâce à l'ensemble de ses partenaires, notamment Natixis, peuvent vous proposer ces solutions-là. Donc n'hésitez pas, surtout. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si il y avait quelques questions éventuellement auxquelles on peut répondre. Il y avait 2 questions d'Hervé justement. Donc la première, ça concernait le PER justement, notamment sur les cotisations ne sont toujours pas déductibles socialement pour les TNS. Alors c'est vrai que les cotisations, on les déduit fiscalement sur la base imposable aujourd'hui, puisque c'est techniquement ce que vous versez par rapport à votre plafond disponible. C'est vraiment l'impact que ça va avoir sur votre côté fiscal, mais en effet pas sur la partie sociale. Et après, une autre question toujours d'Hervé. Est-ce qu'il est facile de revendre des parts de SCPI aujourd'hui ?
Alors, plus ou moins facile, on va dire, parce que ça dépend beaucoup de l'offre et de la demande, hein, finalement, parce qu'on est un peu sur un marché secondaire sur la partie SCPI. Donc, tout va dépendre aussi un petit peu du timing sur lequel vous voulez le revendre, si on est sur une bonne phase ou pas. Certaines compagnies permettent aujourd'hui de faire en fait on va dire créer un marché à l'intérieur même de la compagnie où du coup ils se chargent de vous trouver éventuellement les repreneurs potentiels. Mais voilà, faut se dire que dans tous les cas, c'est un des points qui va être un petit peu à la marge, c'est que on n'a pas de garantie timing entre guillemets de revente au niveau des parts de SCPI, et c'est pour ça qu'on voit déjà sur un placement qui va être un petit peu plus long terme et donc moins liquide que du placement financier pur et dur, en tout cas qu'on pourrait avoir sur des fonds immobiliers par exemple, comme les OPCI si ça vous parle, ou les SCI tout simplement, qu'on pouvait avoir ces derniers temps dans les contrats financiers. Je sais pas s'il y a d'autres questions, à part dans le chat ou dans les questions, n'hésitez surtout pas. En attendant, en tout cas, merci beaucoup, en tout cas, pour votre présence. Merci Emeline, merci Vladimir. N'hésitez surtout pas. Avec plaisir. Bonne journée à tous. N'hésitez pas à nous contacter. Justement, si jamais vous avez des questions auxquelles vous ne pensez pas maintenant, n'hésitez pas. Vous avez toutes les coordonnées, notamment sur cette slide. Là, on a fait le webinaire sur le placement. Sachez qu'il y a d'autres webinaires qui sont disponibles sur nos réseaux. N'hésitez pas à nous suivre sur les différentes plateformes, notre Livestorm. Donc voilà, surtout, on est à votre disposition, on est disponible. Donc oui. voilà. C'est ça. S'il faut venir compléter un petit peu la partie placement qu'on a passé en première partie, si vous avez des sujets de comparaison entre les contrats éventuels, outre la partie placement qu'on a développé un peu en seconde partie, faut pas hésiter à vous rapprocher éventuellement de votre collaborateur comptable qui pourra faire le lien avec moi pour qu'on prenne le temps de discuter ensemble de ça, s'il y a des sujets de votre côté, savoir vous hésitez déjà entre des placements mais vous savez pas lequel peut être le plus pertinent. Si vous voulez faire un petit point sur cette situation, n'hésitez pas à faire un petit message à votre collaborateur qui me retransmettra tout ça et on pourra prendre le temps de regarder plus en détail sans problème. Parce que c'est vrai que dans ce timing un petit peu serré, on n'est pas là pour vous retenir toute la journée, donc il est difficile de tout balayer, mais on essaie de vous donner un petit aperçu. Donc voilà, on espère que ça aurait été intéressant pour vous et on vous remercie pour votre attention. C'est bon, en plus on a été bon niveau timing, on est quasiment pile poil sur 1 heure, donc c'est parfait, on a bien géré. Comme Emeline le dit, n'hésitez pas, si vous êtes déjà un client chez nous, en tout cas chez Ça compte pour moi, vous rapprochez de votre collaborateur comptable attitré, et après on fait la passerelle de toute manière avec Emeline, avec les différents experts, avec nous-mêmes aussi, si on peut vous répondre avec grand plaisir, pour justement l'ensemble de vos questions. Merci à vous pour votre présence. Une très très bonne journée à vous et je vous dis à bientôt peut-être chez Ça compte pour moi, chez Natixis ou chez CF Gestion Privée. Merci, au revoir, bonne journée. Merci, au revoir. Merci.